On retournait ce week-end pour la première fois depuis 2 ans sur un tracé à l'ancienne avec des vibreurs piégeurs, de l'herbe et du gravier et malgré ces limites naturelles qui sanctionnent immédiatement un pilote, non, la direction de course se prend la tête à surveiller les track limits. C'était l'occasion aussi d'honorer la mémoire d'Ayrton Senna et de Roland Ratzenberger, décédés sur ce circuit il y a 30 ans avec une très belle parade de Sébastien Vettel et la MP4-8 de mémoire. Leur héritage, comme celui finalement de Jules Bianchi ou d'Antoine Hubert, ont été de renforcer la sécurité des voitures dans un sport où le danger reste omniprésent. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur il Gran Premio del Made in Italy de la Emilia Romagna. Je sais pas si je l'ai prononcé correctement, la course était aussi chiante que le titre, soyons honnêtes, rompiche. Allez, on met les pieds dans le plat directement. Un week-end aussi mauvais que ça arrive pas tous les 4 matins à Fernando Alonso. Oui, alors ce qui est bien, c'est que là, lui, il a eu la totale maxi best-of. Ça commençait bien parce que l'Aston Martin était l'écurie qui apportait le plus d'améliorations sur leur voiture ce week-end, mais on était tous le nez fourré chez les rouges, évidemment. Visiblement, selon Stroll, les améliorations fonctionnaient, mais c'était pas encore assez bon. Voilà, le gain n'était pas celui espéré. Alonso avait l'air de bien s'en sortir, notamment en hard, en free practice, jusqu'à la FP3 où il placarde son Aston Martin dans le mur à la sortie de Rivazza Douai. En soi, sur la fin du tour, les pneus commencent forcément à surchauffer un petit peu, donc on perd gentiment du grip, soit un petit peu à l'avant, soit à l'arrière. Il rentre un peu fort, avec peut-être un chouïa trop de frein, donc pas assez de charge à l'arrière, plus un petit déséquilibre en descendant du vibreur, la voiture se met à l'équerre, terminé, bonsoir. Alors je le redis encore une fois, voir Fernando Alonso placarder une voiture tout seul comme un grand sur une erreur de pilotage, c'est un fait qui reste rarissime. Ça arrive pour des rookies ou des voitures qui sont vraiment tendues à piloter, ce qui n'est pas forcément le cas de l'Aston. Mais alors à Fernando, alors derrière j'ai en mémoire forcément Spa-Francorchamps où il perd sa voiture sur une ligne blanche l'année dernière. J'ai l'impression que ce genre de petites erreurs qu'il ne commettait jamais avant, ça arrive de plus en plus souvent. Alors ça arrive toujours moins souvent qu'un Albon, Sargent, etc. pour le coup, mais à l'échelle, entre guillemets, de Fernando Alonso, c'est pas ce à quoi on est habitué. Bon alors, comme si ça suffisait pas, en qualif, la voiture marche bien, mais il refait une petite erreur à Tamburello qui lui coupe sa tentative et en repassant par les graviers, encore une fois. Et derrière, il avait plus assez d'essence pour refaire un tour. Alors, est-ce que la voiture n'était pas bien remontée? A priori, non, du moins de la bouche de l'intéressé, ce n'était pas ça le problème. Et en fait, avec le crash en F2 qu'il y a eu en course sprint, il manquait des panneaux de repère pour le freinage, notamment. Alors, ça peut effectivement être un changement qui peut perturber, mais encore une fois, on parle de Fernando Alonso, qui reste, moi, de mon point de vue, le pilote le plus complet du plateau. Voire peut-être le meilleur pilote. Bon alors, la course est assez anonyme, il se fait dépasser par l'Alpine d'Esteban Ocon notamment, il est pas dans le rythme, contrairement à son coéquipier qui pour le coup plutôt brillé. Alors Stroll se qualifie quand même derrière l'Alpine d'Ocon, toujours MDR, donc l'Alpine est plus autant racée peut-être qu'avant, mais Pierre et Esteban font toujours le job pour sortir 2, 3, 4 dixièmes que la voiture a pas forcément. Stroll, belle course pour prendre la P9 derrière les 4 top teams, là où Aston Martin est finalement censé être, mais alors par contre c'est très loin d'être au contact de Perez ou des Mercedes. Alors oui, à Imola, la qualif est très importante parce que tu peux difficilement dépasser, mais dans tous les cas, je trouve que Stroll a fait quand même un super job ce week-end. Bon alors, on avait le choix de parler de Tsunoda ou d'Hülkenberg et comme j'ai l'impression de parler tout le temps des V-Carb ou de Tsunoda à toutes les courses, je pars sur Hülkenberg qui, de mon point de vue, faut le dire, fait une méga saison jusqu'à présent. Alors il y a qu'à regarder les qualifs, on le voit souvent en Q3, le problème de la Haas c'est qu'elle bouffe ses pneus donc le rythme tombe vite, ce qui fait que les pilotes se battent avec une main dans le dos en course, ce qui est un peu dommage. D'ailleurs Verstappen a donné l'aspiration à Hülkenberg sur son tour et Hülkenberg le lui a rendu, il n'y avait rien de prémédité ou quoi. Mais c'est la preuve qu'il existe bien un code ou un langage de pilote et que même quand vous n'êtes pas dans les mêmes batailles, ça peut toujours servir d'être un petit peu sympa. Bon alors pas de bol, ça a permis à Verstappen de prendre une 8e pole consécutive et d'égaler Ayrton Senna, au grand regret des tifosi sur place ce jour-là, mais j'apprécie en fait beaucoup le geste des deux, je trouve ça beau en fait, ça pourrait être 2 pilotes différents, ça serait la même chose Bref, Hülkenberg se permet de bouffer les 2 V-Carb au départ en faisant tout l'extérieur puisque ça bouchonnait un peu à l'intérieur avec une Mercedes devant Tsunoda, et donc le chouchou Haas F1 Team était une nouvelle fois de retour à tel point que ça a fait piter des voitures derrière.
relativement tôt, qui voulait se décaler pour sortir du trafic et ne plus se faire boucher. Alors il était en bataille contre les deux V-Carb, Ricciardo et Tsunoda l'undercut, donc Hülkenberg se fait passer par le japonais, un peu dommage, sachant que la voie des stands est longue et que l'undercut est généralement assez puissant à Imola. Là il y avait peut-être mieux à faire pour Haas en termes de stratégie. Très beau dépassement quand même de l'Allemand sur un Logan Sargent un peu en perdition à l'extérieur, là dans l'entrée de la chicane Villeneuve. Il emmène un petit peu plus de vitesse, même beaucoup plus de vitesse dans le virage avec un gros frein assez tardif et se place parfaitement pour le droit suivant. Il était un petit peu dans les marbles et tout, donc c'était pas ouf. C'est quand même assez chaud et il faut avoir un pilote à côté là comme Logan Sargent qui soit compréhensif et conciliant quand même parce que bon, c'était tendu quoi, mais ça reste une très belle manœuvre. Alors derrière, il arrive à résister à Ricciardo pendant toute la course sans trop lâcher Tsunoda de vue. Il prend la P11 à la porte des points et c'est encore un week-end qui a été maximisé par Nico Hülkenberg. Ça fait vraiment plaisir à voir, il se donne tout simplement, il est dans un bon mood. Alors probablement que la signature avec Audi a dû lui donner un petit coup de boost, mais ça fait plaisir. En revanche, si les deux derniers GP de Ricciardo faisaient état d'un retour en forme, Tsunoda a remis les pendules à l'heure ce week-end. Bon, maintenant on verra la suite à Monaco, puis Canada et Espagne pour voir ce que ça donne justement la lutte entre les deux chez V-Carb. Bon, on a lu tout plein de promesses sur internet avant Imola, comme quoi la Fefe avait gagné 4 dixièmes, on a eu droit à un nombre incroyable d'infos qui n'étaient que de la rumeur de comptoir avec une Ferrari SF24 Evo ou V2 ou je sais pas quoi, alors qu'à part chez Ferrari, personne ne savait rien. Carlos Sainz a essayé de calmer tout le monde, tant bien que mal, en disant que ça allait être moins ouf que ce à quoi tout le monde s'attendait, parce que tout le monde s'est monté la tête avec ça. Chez Ferrari, donc, on a apporté effectivement beaucoup d'améliorations à Imola, ce qui était prévu depuis le début de l'année pour aller chercher un petit peu plus de performance. L'écurie a testé d'ailleurs ces améliorations sur un filming day à Fiorano en même temps que les fameux cache-roux, vous savez, de la FIA pour la pluie, mais ça on en reparlera. Nouvelle entrée d'air donc des pontons façon un peu Red Bull et McLaren avec cette fameuse pelle à tarte qui est désormais sur le dessus et la forme en dessous est très proche de l'entrée d'air des Alpines ou similaire à celle des Mercedes par exemple, avec cette espèce de forme un petit peu en P, vous savez, où on prend l'entrée verticale et l'entrée horizontale et finalement on en fait un L ou un P. Derrière, on a eu un nouveau fond plat, nouvelle aile arrière plus agressive, nouveau ponton avec une grosse coupe dessous. On a changé la zone à la retombée du halo, vous savez, cette fois-ci avec une dérive et l'absence de la sortie du fameux conduit dont on soupçonnait l'entrée verticale devant le ponton qui faisait un S-duct. Grosse sortie d'air sur le capot moteur, ce qui veut dire probablement qu'on a bossé sur le refroidissement et donc sur la gestion des flux d'air à l'intérieur de la voiture. Et ce travail n'a pas de limite de temps de soufflerie. Donc, par bien bosser ces flux à l'intérieur, on peut en déduire derrière un package aéro-extérieur peut-être un petit peu plus optimisé, donc ça c'est plutôt quelque chose à prendre. La voiture arrive à être plus constante en termes d'équilibre dans les virages en entrée, milieu et sortie, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas pas avoir par exemple méga survirage en entrée, puis méga sous-virage en milieu de virage, et puis hop, un bon équilibre en sortie. En fait, justement, les améliorations qu'ils ont apportées sont censées réduire ce genre de changement d'équilibre qui est assez désagréable pour un pilote. Et les premiers essais ont donné du baume au cœur aux tifosi, puisque Leclerc était P1 des FP1 et FP2, ça jouait bien avec les McLaren, alors que Red Bull était vraiment un peu plus dans le mal. Arrive la qualif et c'est un petit peu la douche froide, on comprend pas bien chez Ferrari où est passé le rythme du vendredi. Alors peut-être que les autres ont un peu plus caché leur jeu, les McLaren sont devant et Verstappen a retrouvé une voiture qui arrive enfin à faire tourner et pas aller dans le bac. Il a bossé d'ailleurs vraiment comme un fou chez Red Bull, Verstappen ça a bossé, tout comme Buemi qui a apporté des grosses solutions avec 11 heures dans le Simus Weekend, donc c'est pas rien. En course pareil, gestion des pneus, c'était méga important. Charles envoie la sauce dans le milieu du deuxième relais, recolle à Norris, puis malheureusement passe par l'air la Variante Alta je crois, et les pneus s'effondrent. Sainz à la bataille avec Piastri fait pas beaucoup mieux, problème de gestion de batterie pour l'Espagnol, bref c'est pas foufou. Alors Imola ça reste un circuit qui est assez différent de ce qu'on a d'habitude, il y a de la bosse, faut une voiture assez souple pour manger les vibreurs, et Ferrari devait aussi redécouvrir comment bien régler sa voiture, donc le travail est pas encore optimal et c'est normal, mais ça va dans la bonne direction et ça va continuer de ce fait. Monaco c'est un peu atypique, mais pareil pour Canada et Espagne qui arrivent derrière. Bon, on le sentait un peu fébrile à Miami, mais là, à Imola, c'est le premier mauvais week-end de Sergio Pérez cette année. Il a été jusqu'à présent plutôt le bon second, le bon wingman, faisant le taf qu'on lui demandait, c'est-à-dire de finir P2 quand Verstappen gagnait.
Mais ça y est, McLaren et Ferrari ont recollé et là c'est le moment d'être présent, sauf qu'avec une élimination en Q2 sur un circuit comme Imola où c'est difficile de dépasser, il s'est un peu tiré une balle dans le pied le gamin. Alors on le rappelle, un peu trop optimiste en FP3, il prend un peu trop fort la variante Alta et tape le mur. En course c'est difficile aussi, il n'arrive pas à passer Hülkenberg et Tsunoda, même si bon ok, il est en stratégie décalée avec les hards contre des médiums. Il s'octroie même un beau passage dans le bac à gravier à Rivazza et perd dans l'histoire 5 secondes ou quelque chose dans le genre. Alors il avait un très bon rythme sur les médiums en fin de course, mais le mal était fait en fait vu le temps qu'il a perdu au début de course. S'il avait été au contact des Mercedes plutôt que derrière Hülkenberg et Tsunoda, l'histoire aurait peut-être pas été la même ou du moins il aurait pu un peu plus jouer. Mais du coup, il est le dernier des top teams si on compte pas Stroll et Aston Martin, là où Verstappen a eu quand même relativement chaud et où avoir une deuxième voiture pour s'ouvrir des petites stratégies à deux, ça aurait pas été du luxe non plus pour Red Bull. Alors, est-ce que c'est le déclencheur ou le début de la fin pour Perez chez Red Bull? J'ai l'impression qu'on dit ça à chaque Grand Prix, quoi. Horner le protège en disant qu'un week-end off, entre guillemets, comme ça, ça arrive, et j'avoue, je suis plutôt d'accord. Autant il y avait une fébrilité, je trouve, à Miami, autant là, il a loupé le week-end bêtement avec sa mauvaise qualif. Mais disons que c'est le joker de sa saison, surtout avec un marché des transferts encore très animé. Tant qu'il performe, il se met un peu à l'abri avec une potentielle resignature, mais le moindre faux pas et t'as potentiellement un Sainz qui peut débouler. Alors c'est chaque année depuis 2022 la même histoire, on le voit toujours vaciller, mais faute d'un remplaçant suffisamment intéressant au moment donné ou d'une signature pour le confirmer finalement peut-être un peu tôt, ça n'empêche qu'on le voit toujours un peu galérer, quoi. Alors là, en plus, la Red Bull était pas dans la bonne fenêtre. Peut-être que les boss d'Imola et les vibreurs n'aidaient pas. Red Bull apportait aussi quelques améliorations, donc fallait bosser le setup. Et le vent sur le circuit ne les aidait pas, là où Ferrari et McLaren étaient un petit peu mieux, arrivaient à mieux absorber ce changement de direction de vent. Et pour ce Grand Prix, la Red Bull avait retrouvé ce côté très pointu de l'avant, léger de l'arrière que Verstappen arrive à bien sentir et que Perez n'aime pas, car trop imprévisible pour lui. Bref, finir à 80 secondes de son coéquipier qui gagne, c'est pas un argument sur son CV pour 2025. Bon, malgré une course chiante à mourir, je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre terme, on a quand même eu un final vraiment intéressant, et là où tout le monde prenait pour acquis que faire un arrêt, ça passait relativement crème, finalement non. Fallait quand même faire une belle grosse gestion des pneus. Tout le monde s'observait et faisait son bonhomme de chemin entre guillemets sur le premier relais avec les médiums. Les écarts étaient loin d'être abyssaux. Encore une fois, Verstappen s'est pas directement échappé comme on a eu l'habitude l'année dernière. Et d'ailleurs, cette année, c'est beaucoup moins le cas. Donc tout le monde était sous pression d'un arrêt, d'un undercut. Le coup d'envoi de la vague pour les hommes de tête, c'est Russell qui le donne, puis Norris juste après. Et un peu comme d'habitude, on tente de laisser les Ferrari un peu plus longtemps car elles arrivent à bien gérer leur gomme. Mais à Imola, l'arrêt coûte cher en temps, c'est genre pas loin de 30 secondes. L'undercut reste relativement puissant, les médiums arrivent à la fin de la vie, donc ils peuvent pas tenter l'overcut comme ils ont déjà réussi à le faire. Ça coûte d'ailleurs la position à Sainz sur Piastri, et Leclerc se retrouve donc avec l'Australien directement derrière, même s'il n'y a pas d'autre arrêt au stand, c'est pas ce qu'il y a de plus plaisant. Et puis on voit Leclerc revenir sur Norris, qui inquiète évidemment le Britannique car il dit ne pas avoir de rythme, et Linger lui répond non non t'inquiète, les autres détruisent leurs pneus, il y a une dégradation qui est plus forte que prévu sur les hards notamment. Effectivement, Leclerc envoie le jus du pneu trop tôt, revient très proche de Norris mais se loupe, et derrière, en fait, il a plus rien. Et finalement, Verstappen, lui, arrive pas à mettre en route les pneus, donc il n'a pas toute la perfo habituelle qu'il devrait avoir. Problème peut-être de setup ou voilà, on sait pas trop. Et Norris revient à la charge. La McLaren arrive à moins de 2 secondes et on voit le pilote à la limite de chez la limite plusieurs fois dans cette zone qui est un peu dirtière. Les pneus de Norris surchauffent aussi, mais il apprend à piloter la voiture dans ces conditions qui sont vraiment difficiles. Il lui manque finalement un tour pour avoir l'opportunité d'attaquer Verstappen, qui en plus de cela commençait à avoir plus assez de batterie. Ouais, c'était très très chaud pour Verstappen. McLaren et Ferrari ont réussi à faire fonctionner les pneus. Norris a fait une meilleure gestion de pneus que Charles, et vu les écarts, Red Bull est enfin sous pression. Tu vois un gars perturbé? Alors attention, encore une fois, Imola, ça reste un circuit assez différent, bosselé, etc., etc. Et ça peut ne pas correspondre à la Red Bull. Et d'ailleurs, ces courbes correspondaient plutôt bien à la McLaren, donc il va falloir attendre encore un petit peu pour confirmer sur un circuit peut-être plus conventionnel comme le Canada ou l'Espagne après Monaco, qui lui aussi reste très atypique. Mais oui, Verstappen et Red Bull ont été meilleurs, mais ils ont dû vraiment bosser pour prendre la pole et gagner le dimanche.
Finalement, le résultat ne change pas beaucoup, mais la manière, si, elle change beaucoup, et c'est ça aussi qu'on veut voir. Finalement, tous les espoirs pour le titre cette année ne sont pas encore perdus. Il reste quand même un paquet de grands prix à faire. Allez, je vous laisse avec un méga gros bonus, les victoires de Sami Meguetounif en Formule 3 et Isaac Hadjar en Formule 2. Sami fait une course impeccable avec une gestion de pneus qui est absolument parfaite du début à la fin de la course, ce qui lui a permis de prendre la première place à quelques tours de la fin, là où les autres avaient peut-être un peu plus mangé leurs pneus. Et Isaac, ça a été le métronome en course principale, avec de la constance sur tous les tours, vraiment nickel. Ça fait du bien de le voir un petit peu chanceux parce que jusqu'à présent, ça n'a pas été trop de son côté. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le Fast 5 du Grand Prix de Monaco. D'ici là, il y a une belle vidéo qui vous attend jeudi et on se retrouve évidemment sur Twitch et Instagram. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.